Bonjour à tous, capsule juridique numéro 178 du 20 septembre 2023. La capsule d'aujourd'hui sera un peu différente puisqu'au lieu de vous donner des bonnes nouvelles en lien avec les procédures judiciaires un peu partout dans le monde, je vais partager avec vous une autre bonne nouvelle en présence de deux invités. Alors j'en ai fait le plaisir d'accueillir aujourd'hui d'une part maître Virginie Desarrojo-Recchia, avec qui je suis en contact régulier puisque nous communiquons quasiment quotidiennement pour optimiser nos actions, et d'autre part Ariane Bileran, que vous connaissez sûrement aussi, et nous allons évoquer la sortie d'un nouveau livre. Alors, comme elles sont aussi toutes les deux très timides, elles m'ont demandé de vous faire leur présentation avant qu'on commence à parler. Virginie Desarrojo-Recchia est titulaire d'une maîtrise en droit européen et en droit international depuis 2001. Depuis 2006, elle est avocate. Elle pratique notamment dans le domaine des libertés publiques et des droits fondamentaux, et dans le droit international et dans le droit européen, ainsi que dans le droit fiscal international et dans le droit de la propriété intellectuelle. Quant à Ariane Bileran, je trouve les informations sur leur site. Elle est normalienne, philosophe, psychologue, clinicienne, docteur en psychopathologie. Elle est expert et conférencière et auteure de très nombreux livres en philosophie, psychologie, développement personnel, ainsi que des livres de littérature adulte et destinés aux enfants. Voilà, nous allons pouvoir commencer. Donc, la raison pour laquelle j'ai l'honneur de recevoir mes deux invités aujourd'hui, c'est la sortie d'un ouvrage auto-édité par Virginie, préfacé par Ariane, disponible pour l'instant sur la plateforme Bookelis, sur laquelle d'ailleurs une partie des livres d'Ariane sont également diffusés. Je mettrai les visuels et les liens sur ma capsule, s'il faut. Et si on prend donc les choses dans l'ordre, Virginie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que contient ton livre, à qui il s'adresse, et aussi un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à l'écrire et à le publier après toutes ces conférences, les enquêtes avec Rainer Kulmich, les interventions que tu as faites, etc. Alors, je vais prendre les questions à l'envers. Je vais commencer par, si tu veux bien, par Oui, oui, comme tu veux. le pourquoi. Eh bien, le pourquoi, c'est d'une part, afin de faire mieux les choses que ce que j'ai fait avec le premier rapport. Voilà, de pouvoir diffuser dans de meilleures conditions le résultat des travaux. Et le pourquoi surtout, c'est le fait que Ariane m'ait amené à travailler sur le sujet, que l'on ait eu à préparer un colloque de manière extrêmement sérieuse pour pouvoir alerter, échanger avec des personnes qui étaient particulièrement inquiètes de ce qui était en train de se passer, notamment dans les établissements scolaires, en dehors même de cette perversion de la vie publique que nous pouvons tous constater. Et donc, eh bien, tout simplement, suite aux travaux qui ont été effectués pour la préparation du colloque, étant donné que c'était quand même pas mal étayé, on s'est dit qu'il valait mieux le sortir sous forme de livre pour que ce soit plus agréable pour tout le monde et qu'on puisse de cette manière toucher plus de familles euh, et de permettre de transmettre des outils de compréhension, de défense, puisque c'est surtout en droit que j'ai travaillé le point, puisque les experts du psychisme de l'enfance qui sont intervenus au colloque, le docteur Béran, Amandine Lafargue, le docteur Régis Bruno, sont vraiment des experts indépendants qui n'ont à cœur que le bien-être des enfants, des mineurs. Et donc, c'est sur la base de leur expertise que j'ai pu aller étudier les travaux parlementaires, puisque euh, en tant qu'avocat, c'est ce que l'on fait quand on veut connaître l'intention du législateur et après vérifier si c'était cohérent ou s'il y avait une contradiction. Et il s'avère qu'il y a une contradiction flagrante entre l'avis des véritables experts indépendants hors tout lobby et les mesures qui ont été prises. Et que ces mesures, en réalité, c'est comme le confinement forcé, hein, qui est voilà, une mesure antidémocratique qui a infiltré notre corpus juridique. De la même manière, l'éducation à la sexualité, entre guillemets, est une effraction aussi au sein de notre corpus juridique.
de la même manière qu'il s'agit d'une effraction, comme l'expliquent si bien les experts pour les enfants. Voilà. Ok. Je rajoute juste un petit point. Quand tu parles de ton premier rapport, tu parles bien de celui qui avait été publié la première fois fin 2020, si je ne me trompe pas. Oui, rapport Est-ce- dictature 2020, Voilà. atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, terrorisme d'État et crimes contre l'humanité. Oui. Alors, est-ce que celui-là, tu as l'intention de le sortir un jour en bouquin aussi? Parce que je suis persuadée qu'il pourrait intéresser du monde également, en le mettant en jour, j'imagine, mais C'est possible. Alors à ce moment-là, si je le mets à jour, ce sera une encyclopédie. oui, mais en même Parce temps, que, enfin, vu tout ce qui a été fait depuis 3 ans, c'est tellement, euh, c'est tellement stratosphérique en fait, hein, on toutes les s'arrangera pour les mesures publier en prises. même temps, le tien et le mien, si j'arrive au bout du beurre. Voilà. Ce sera un recueil de toutes les mesures hallucinantes qui ont été prises et c'est possible. Oui. D'accord. Et donc, ton livre, alors, à qui s'adresse-t-il? Tu me l'as dit plus ou moins. Qu'est-ce qu'il contient? Comment t'as articulé ça? En fait, tout d'abord, j'ai donc étudié ces travaux parlementaires, rapports et débats parlementaires, afin d'éclairer hein, vraiment du point de vue de l'intention du législateur. J'ai également fait une recherche sur bien les organismes, les lobbies qui sont intervenus, notamment, pour ne pas le nommer, le planning familial que tout le monde connaît. J'ai donc fait une recherche sur les origines, les fondateurs, afin de et ceux qui financent ces organismes, afin de déterminer en fait quels sont leurs moteurs et qu'est-ce qu'ils veulent apporter au sein de la société. J'ai ensuite analysé les textes internationaux pour voir si il y avait enfin si c'était véritablement d'application obligatoire ou si voilà ou si c'était juste euh, des déclarations sans portée euh, Contraignante? voilà contraignante. Mm. Et il s'avère qu'en réalité, nous avons rendu obligatoire une mesure qui n'est pas exigée dans le droit international contraignant. Et comme on voit que ces mesures sont prises partout, notamment dans les pays occidentaux, de manière coordonnée à travers la pression de l'OMS, qui elle-même est infiltrée par tous ces lobbies, on voit bien que la coutume, si elle est appliquée partout, va devenir en fait contraignante par, parce que tout le monde l'aura impliquée, elle sera reconnue. Et c'est là le plus grand danger, c'est de laisser ces mesures contraire au bien-être de l'enfant, à son équilibre, à sa dignité et à son intimité, s'introduire et pérenniser au sein de notre corpus juridique et de notre société. Parce que là, on voit justement le changement de mœurs, comment il s'introduit. Et lorsque l'on va plus loin que ça, on voit bien que ça touche à cette notion qui devrait même pas être introduite du consentement de l'enfant à un acte sexuel, et ce que les spécialistes du psychisme de l'enfant et du développement de l'enfant contestent. On voit très bien que si les mœurs, la société change en ce sens, la justice, les magistrats ne feront qu'accompagner ce changement et nous verrons alors une atteinte certaine à la protection du mineur. Et Surtout qu'on donc, n'a pas vu beaucoup les magistrats se rebeller jusqu'à présent, là, depuis 3 ans. Donc, non, et puis on voit également, enfin c'est ce que j'explique aussi dans l'ouvrage, que les peines contre les personnes qui portent atteinte aux enfants sont ridicules. Elles n'ont plus leur vertu d'exemplarité, ce qui est nécessaire en société pour que
les personnes qui auraient envie de passer à l'acte soient dissuadées de le faire. Et là, on voit très bien que ce n'est plus le cas. Effectivement, on en est à pratiquement, hein, je n'exagère rien en fait, à être plutôt incarcéré parce qu'on n'a pas porté de masque que incarcéré parce on a porté atteinte, euh, on a agressé un mineur. On en est là en fait. Ouais. Il y a vraiment quelque chose, il faut vraiment que l'on s'intéresse à la justice dans ce sens où si il n'y a plus de moralité rattachée en fait, eh bien on prend forcément des décisions qui ne sont pas justes. Mm. Voilà, alors en tant qu'avocat, on sait tous que justice, droit, enfin, il y a c'est pas tout à fait ce que l'on peut penser. Voilà, le terme ne contient plus ce que l'on a pu connaître en injustice par le passé, mais euh, il faut vraiment que quelque chose change. Mm. Et en ce sens, le livre explique que à partir de l'explication des spécialistes, on aboutit à une démoralisation des mineurs, à une corruption des mineurs, que ce soit à travers ces cours d'éducation à la sexualité, parce que on voit très bien qu'il s'agit de sexualité stricto sensu. On a beau, d'ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale ne s'en défend même pas, puisque quand il y a eu des dérives qui ont été euh, euh, indiquées par certains collectifs de parents et certaines associations, des dérives qui ont mené à de graves traumatismes pour les enfants qui ont subi ces cours, euh, on voit très bien qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de réaction de la part du ministère de l'Éducation. Et il y a pire, c'est que le ministère de l'Éducation nationale, en mai et juin 2023, a envoyé un questionnaire à des enseignants du CP au CM2 pour demander si dans leur cours d'éducation à la sexualité, ils prévoyaient une partie sur le désir et le plaisir ou sur l'orientation sexuelle. On parle d'enfants du CP au CM2. On en a la preuve. Donc, comme le dit le docteur Bilran, il s'agit bien de cette matrice de l'OMS qui demande dès la naissance quasiment à ce qu'on aide et qu'on incite les enfants à développer leur pulsion et à tout ce qui va avec. Voilà, voilà. Et on voit la filiation de cette introduction de la matrice de l'OMS, là, directement par cet exemple du questionnaire du ministère de l'Éducation qui demande aux enseignants si dans leurs cours il y a notamment de l'enseignement au désir, au plaisir et à l'orientation sexuelle. Je voulais dire justement aussi, donc là il y a l'étude donc de tout ce qui est au niveau pénal parce que bah, effectivement si les parents veulent se retourner et se défendre une fois que malheureusement le mal est fait, eh bien vous savez, il y a les plaintes devant le procureur de la République, les citations directes si les conditions sont remplies, les plaintes devant les conseils de l'ordre des intervenants extérieurs. Ils ont tout ça. On peut également citer certains conseils quand c'est les livres, parce qu'on voit également des ouvrages qui sont mis à disposition des enfants. Si on ne voit pas le lien avec la pédophilie, on voit qu'il y a des ouvrages avec des illustrations explicites de parents, j'en ai envoyé les livres, hein, de parents nus avec des enfants nus dessinés, hein, type PD, ou alors des organes sexuels, mais réfléchissons bien quand on les voit, parce que c'est choquant, même pour un adulte, hein, puisque ça relève de l'intimité et ça n'a rien à faire dans des livres pour enfants déjà, et en plus ce sont des organes d'adultes qui sont présentés. Mm. On imagine le choc pour un enfant
de voir ça dans tous les détails. Et ça, c'est répréhensible. Donc, on ne vienne pas nous dire que c'est normal. Il y a les sites là aussi rattachés au ministère de l'Éducation nationale. Tout cela est anormal et il faut pointer, il faut aller indiquer que c'est anormal. Et c'est notre rôle de le faire puisque si on ne fait rien, tout cela va rentrer dans les mœurs et on va traumatiser les enfants. Et par ailleurs, je voulais dire qu'en travaillant ces travaux sur les travaux, les débats parlementaires, on remarque qu'il est bien indiqué qu'il n'était pas question que les enseignants fassent ces cours d'éducation à la sexualité. Alors, on parle uniquement d'intervenants extérieurs. On a bien compris que c'était pour favoriser les lobbies, mais peu importe, dans les travaux parlementaires, il est bien indiqué, il faut que les enseignants le sachent, il n'était pas question que les enseignants fassent ces cours d'éducation à la sexualité. D'après toi, Parce que pourquoi? Parce que, outre les lobbies, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette volonté d'arriver avec une idéologie que même les enseignants ne pourront pas stopper alors qu'ils connaissent eux les enfants, en fait? C'est ça, mais maintenant, alors que l'intention du législateur n'était pas d'obliger les enseignants à faire ces cours, aujourd'hui, c'est quand même ce que l'on voit. On est en train de former des enseignants par des organismes privés à donner ces cours, alors que moi j'ai des témoignages, les enseignants ne veulent pas forcément faire ces cours, ils le sentent. Il y a une intuition tout de même, on sent que ce n'est pas normal de faire ce type de cours à des enfants dès l'âge de 3 ans. Et donc il y a des réticences, mais au-delà de la réticence et des connaissances que les enseignants peuvent avoir en matière, et en matière de psychisme de l'enfant s'ils se sont renseignés, c'est que le législateur n'avait pas prévu que des enseignants devaient faire ces cours. Ils doivent le savoir. Voilà. Donc ça n'est pas prévu par la loi. Voilà, c'est clair. Maintenant, on voit également dans les travaux parlementaires, et ça c'est très très clair, que la tendance est à la réduction de l'autorité parentale. Ce que le législateur, lors de l'adoption de ce texte, les parents ne sont pas capables. Mais sauf que on a oublié que en fait la sexualité, ça relève de la vie privée et familiale. Ce sont les parents qui donnent l'éducation. Les principaux textes, et là, les textes internationaux contraignants disent que déjà, minorité, c'est jusqu'à 18 ans, que les parents sont les premiers à s'occuper des enfants. Ce sont eux qui ont la main sur l'éducation des enfants. Et je cite, et donc c'est clair que train de faire glisser la sexualité, la notion de vie privée et familiale vers le droit à la santé pour pouvoir dégager en fait dégager cela des mains des familles pour les orienter vers les théories propagées par l'OMS et vers les lobbies. Et donc les idéologies totalitaires, puisque en fait là, ce qui se passe, c'est que au sein des écoles, alors que les spécialistes disent qu'il s'agit de l'intimité et qu'on ne peut pas faire de ce genre d'éducation en cours, en groupe, avec un adulte qui ne fait pas partie de la famille, on voit bien là le véritable... Et là, on expliquera ça encore beaucoup mieux que moi. Et si je peux dire une dernière chose, c'est que eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a eu à statuer sur le cas de l'éducation sexuelle en 1976. Elle disait qu'il n'était pas question d'exalter la sexualité chez les enfants, qu'il fallait à tout prix maintenir son équilibre, sa santé et son équilibre, ça signifie son équilibre psychique, et qu'en aucun cas les États n'ont le droit
à travers l'éducation, enfin, l'éducation à l'école, d'endoctriner les enfants. Et là, c'est clairement de l'endoctrinement, puisque les théories de liberté sexuelle, de droits sexuels, de sexualisation, oui, de sexualisation des enfants dès la naissance, euh, c'est clairement une idéologie. Voilà, c'est de leur croyance et ça n'a rien à voir avec les expertises étayées et indépendantes qui vous disent au contraire qu'on ne sexualise pas un enfant, ça le rend inéducable, qu'éducation et sexualité sont deux mots qui ne vont pas ensemble. Voilà. Donc c'est même contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est contraire aux conventions internationales contraignantes. Il n'y a aucun texte international qui permet cela, mais malgré tout, nous avons intégré dans notre corpus juridique, comme partout dans les pays occidentaux, au moins peu à peu, ce type de mesures rendues obligatoires sans qu'on ait demandé l'avis des parents au préalable et sans qu'ils ne soient informés lorsque les cours seront dispensés. Donc il y a vraiment une atteinte flagrante à l'autorité parentale et au droit à la vie privée familiale. Et ça peut être contraire, en plus de cela, aux convictions philosophiques et religieuses des parents. Et donc, il faut que les parents le sachent, il faut que les directeurs d'école le sachent, il faut que les auteurs de livres le sachent et tout artiste aussi, parce qu'on a vu des explications par rapport à certaines expositions aussi qui n'étaient pas dans le sens de ce que dit le droit pénal et la loi sur la liberté de la presse. Je pense que j'étais un peu longue. Non, mais il n'y a pas de tracas. J'ai une question, en fait, je vais mixer deux questions que j'avais parce que vous allez pouvoir répondre l'une et l'autre. Euh, Ma question, c'était essentiellement, d'une part, Ariane, moi, c'était grâce à ton livre au départ sur l'imposture des droits sexuels et à toutes tes vidéos que tu as publiées depuis 3 ans que j'ai pris conscience de ce programme-là parce que j'avais jamais entendu le nom de Kinsey avant, hein. Alors, Virginie, je ne sais pas si toi, tu étais déjà informée de ces matières-là, mais ma question, c'est surtout dans quelle mesure l'approche juridique de Virginie est utile à Ariane dans ses travaux à elle, et puis inversement, dans quelle mesure la présence d'Ariane pas loin permet aussi d'appréhender l'aspect psychologique qui te sert à toi. Donc, en quoi est-ce que vous arrivez, comment est-ce que vous arrivez à travailler ensemble et qu'est-ce que ça vous apporte l'une et l'autre? Et je vais par D'accord. contre supprimer ma visio et peut-être qu'on peut faire pareil parce que la Ok, connexion est un peu faible ici et j'ai peur qu'il y ait des d'accord, coupures dans d'accord. l'enregistrement. Mais je suis là, je ne bouge pas. Donc, je ne sais pas laquelle de vous deux, peut-être Ariane. Je vais répondre, ouais, d'abord. Merci d'abord de nous recevoir. Et je voudrais en préambule poser deux choses très clairement. Parce que on nous reproche, par exemple, au docteur Régis Bruno et moi-même, d'être contre la sexualité épanouie, de ne pas être progressiste en matière de sexualité. Notre postulat est que pour avoir une sexualité épanouie adulte, ce que nous souhaitons absolument à tout le monde, hein, et évidemment, c'est de ne pas avoir été perturbé et transgressé au niveau psychique ou pire dans l'enfance et dans l'adolescence. Donc ça, c'est le premier postulat. Et le Important. deuxième, ben oui, c'est très Oui, non, important mais parce que c'est nous sommes vrai. Surtout quand traités on voit l'article de la de, RTBF là, il y a quelques ah jours, bah, nous c'est sommes important traités, aussi. alors voilà, nous sommes traités de catholiques intégristes, de je sais pas quoi. Personnellement, nous pensons que la sexualité épanouie fait partie du bien-être de l'être humain. Et je pense même à titre personnel que c'est un haut lieu d'évolution et de libération spirituelle, émotionnelle, amoureuse. Mais pour cela, précisément, ça doit être réservé aux adultes et on ne peut pas faire n'importe quoi avec les enfants. Ça, c'est la première chose que je voulais vraiment préciser. La deuxième, c'est que ma prise de parole publique, elle émane depuis un souci de la protection de l'enfance. Et comme l'a dit Virginie, je voudrais juste donner des petits chiffres, puisqu'on nous explique que ces programmes sont là pour protéger les mineurs des abus. C'est très curieux de protéger des mineurs des abus en venant les initier au plaisir sexuel, puisque c'est ce que contiennent ces programmes, et en leur parlant de sexualité dès le plus jeune âge, sachant que si on prend par exemple les statistiques du ministère de la Justice qui m'ont été données par la journaliste Kerry du blog Donde Vamos, en 2021, on a 11 000 plaintes pour viol sur mineurs et 700 condamnations.
Et 70% des plaintes sont classées sans suite et seuls 6% des plaintes aboutissent à une condamnation pour viol. Donc, est-ce qu'il n'y a pas plus urgent, avant de commencer à s'improviser, à faire des expérimentations sur les enfants, de réformer les institutions judiciaires, de former les adultes? Est-ce que les enseignants, par exemple, sont formés au signalement, à la détection des traumatismes? Est-ce que les institutions de protection de l'enfance fonctionnent bien? Non. Et ça fait des années que c'est dénoncé par les professionnels, les pédopsychiatres et les psychologues de l'enfance. Ces institutions de protection de l'enfance ne fonctionnent pas correctement. Donc, il y a bien plus urgent, avant d'aller faire des expérimentations plus que douteuses sur les enfants dont les conséquences sont tragiques et sont déjà tragiques, puisque il est vrai que moi j'ai analysé ces textes en 2017, en 2016 en fait, puisque le livre est paru en 2017, je les ai analysés en profondeur, j'ai analysé les ramifications effectivement qu'il pouvait y avoir avec l'OMS et les États, donc ça m'a donné une connaissance en fait approfondie de ce qui se tramait. Et donc, ce grand déploiement maintenant sur la population générale, sans l'avis des professionnels de la protection de l'enfance. On voit qu'en Belgique, donc, sont assimilés, quasiment assimilés à des terroristes, des associations de protection de l'enfance et des professionnels pédopsychiatres ou psychologues comme étant des psys qui vont faire peur. Mais je voudrais rappeler que c'est quand même nécessaire d'avoir certaines inhibitions et d'avoir certaines peurs avant de faire des passages à l'acte comme les pouvoirs sont en train de le faire à travers ces programmes. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a 2 modules ou 3 ou quelques modules de protection de l'enfant par rapport à des abus sexuels que cela justifie l'extension de ces programmes. Et je voudrais rappeler que l'enfant n'est pas en capacité de se protéger. Donc, c'est aux adultes de le faire. Et on ne peut pas déléguer cette responsabilité aux enfants. Voilà, une fois ce préambule posé, je cherchais depuis 2017, depuis 2016 en fait, un avocat ou un juriste capable et dévoué, parce que il faut le préciser pour les gens, ce sont des milliers d'heures de travail bénévole. Hein, c'est très important de le préciser. Et donc, il faut avoir un certain sens du dévouement pour faire ce travail. Et je cherchais un juriste ou un avocat capable de m'expliquer au niveau du droit les infractions, que ça soit au niveau du droit national, mais également ce que je pressentais moi et qui était lu, que j'ai lu dans ces textes-là, cette propension de l'OMS à prendre la mainmise juridique sur les États pour leur imposer des directives. Et c'est donc évidemment tout naturellement vers Maître Derouvreka que je me suis tournée parce que je connais son intégrité, son expertise, et de façon absolument magnifique, puisqu'elle est extrêmement dévouée, elle a accepté de faire ce travail d'investigation des textes, et c'est extrêmement nécessaire parce que, comme l'a dit Virginie, ce qui se passe, c'est la façon de parvenir à cette sorte de législation internationale imposée aux États concernant la sexualisation des mineurs, et c'est une sexualisation des mineurs puisqu'on vient leur parler sexualité. C'est quoi d'autre? Donc, aujourd'hui, on vient nous chercher sur les mots, mais à partir du moment où, comme l'a dit Virginie, on vient enseigner le plaisir sexuel, la découverte de son propre corps, la masturbation infantile précoce, et ce sont des enseignements, puisque dans ce document de référence de l'OMS, les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, il est bien question d'une matrice d'enseignement avec des habiletés à acquérir. L'enfant doit acquérir des habiletés en matière de sexualité. Donc, on l'a déjà vu en Allemagne, je te coupe une seconde, il y a déjà des crèches, je crois, ou des garderies où ils ont des salles de mise en pratique des enseignements. Voilà, donc ça, c'est tout sauf de la protection des mineurs contre les abus sexuels. C'est de l'abus sexuel de mineurs. Et c'est là qu'il faut bien remettre les choses en place. Comme l'a précise mon collègue pédopsychiatre et pédiatre Régis Bruno, le docteur Régis Bruno, qui par ailleurs a été expert auprès de la justice et connaît très bien les profils d'agresseurs sexuels, eh bien il est très problématique que l'on retrouve le même genre de discours.
dans ces textes, parce que évidemment, il est question d'une sorte de d'initiation sexuelle douce. En somme, c'est exactement ce que font les pédophiles, hein, c'est-à-dire que c'est rarement par la contrainte violente qu'ils obtiennent ce qu'ils obtiennent auprès des enfants. Oui. Hein. C'est bien sûr par soi-disant le jeu, les petits cadeaux et les sortes d'initiation au plaisir, avec toujours ce discours qu'on retrouve chez les profils pédophiles de il valait mieux que ce soit moi qui initie à la sexualité parce qu'au moins c'est bien fait. Je voudrais rajouter que effectivement dans ces supports pédagogiques sont absolument obscènes. J'ai vu une plaquette là qu'on m'a transmise en Suisse où effectivement il y a des appareils génitaux adultes euh, euh, qui sont exhibés euh, aux mineurs et qui sont de nature, en tout On cas parle de pour les mineurs très témoignages que nous... petits, hein. On parle de mineurs très Alors, petits, on parle pas mais même de... les ados, Voilà, c'est ça. ça reste des mineurs sexuels. Je crois qu'il Oui, faut le oui, rappeler mais et qu'à un moment donné, on ne peut pas venir casser l'imaginaire qui va faire partie de l'érotisme adulte. C'est très important. L'érotisme n'a rien à voir avec la pornographie. Nous sommes dans une société de la pornographie qui casse l'érotisme. Et l'érotisme, effectivement, c'est très important pour avoir une sexualité épanouie. Donc, pour avoir un érotisme, il faut avoir un imaginaire. Et si on vient casser l'imaginaire des enfants et casser l'imaginaire des ados, on peut être sûr d'une chose, c'est qu'on leur empêchera d'avoir une sexualité épanouie pour tout l'âge adulte, sans compter les traumatismes qui vont intervenir. Donc, on vient casser euh, euh, ce développement psychique avec des exhibitions obscènes et on nous explique qu'il y a une sorte de dérogation. Hein, c'est une sorte de dérogation. Ici, ça ne serait pas pareil puisque ça serait dans le cadre de cours qui seraient pour le bien des enfants. par des Donc, professeurs qui ne connaissent même pas. alors, je voudrais aussi rajouter que de très nombreux professionnels de la psychologie de l'enfance et de la pédopsychiatrie sont d'accord avec mes collègues et moi qui osons intervenir en public, que dès 2017, j'ai recueilli des témoignages de professionnels qui s'occupaient de la prévention auprès des adolescents et qui m'ont dit, nous sommes de plus en plus mis vers la sortie au profit des lobbies. C'est-à-dire qu'évidemment, si on enlève les professionnels qui s'occupaient de la prévention au MST, etc., qui étaient les anciens cours auprès des adolescents, et qu'on mette des gens qui sont des gens formés à une idéologie de lobby, eh bien, on risque de favoriser des dérives extrêmement graves. Donc, ces Ouais, témoignages, c'est je ce que les ai eus. disait Virginie tout à l'heure en expliquant les travaux parlementaires qui excluaient expressément les professeurs habituels des enfants, en fait. Mais bien sûr, parce que les enseignants normaux, qui ne sont pas conditionnés à l'idéologie, qui aiment les enfants a priori dans leur travail, donc, sentent bien tout à fait intuitivement qu'il y a un problème et que ce n'est pas leur rôle. Donc, la protection de l'enfance, oui, et c'est absolument au nom de la protection des enfants que nous intervenons. Nous vivons des campagnes diffamatoires extrêmement graves qui en disent long et qui renforcent, il faut le préciser, notre conviction qu'il y a là un problème parce que si nous avions reçu, comme ça aurait dû l'être, euh, une attention soutenue à nos réserves de professionnels spécialisés dans la psychologie de l'enfant, le développement psychologique de l'enfant, eh bien, nous aurions pu effectivement présupposer des bonnes intentions en face. Parce que si des professionnels commencent à émettre des réserves, si des professionnels commencent à parler des témoignages, comme aujourd'hui, d'enfants qui sont traumatisés par ces cours, eh bien, il faut arrêter. C'est-à-dire qu'il y a un principe de prudence, il faut faire une pause et regarder pourquoi il y a une telle urgence à déployer ces cours. Est-ce que on ne peut pas réfléchir à ce que nous sommes en train de faire et effectivement écouter les réserves des professionnels? Eh bien, ça n'est pas fait et les professionnels subissent des campagnes de calomnie absolument odieuses. Pour ma part, elles sont parties de sites dits libertaires, ce qui est plutôt comique parce que moi j'ai été biberonnée à l'anarchie quand j'étais petite, donc c'est politiquement, donc c'est assez comique. Et ces campagnes visent à décrédibiliser, attaquer la réputation, euh, nous coller des étiquettes infamantes, alors que nous émettons des réserves qui devraient être absolument écoutées par les parlementaires et par le pouvoir quant à la protection psychique des enfants, euh, dont je rappelle qu'il y a un intérêt supérieur à la protection de l'enfance, puisque ce sont les générations qui viennent et c'est notre responsabilité d'adultes et de professionnels. Voilà.
Ok. Virginie, est-ce que sur ce point de votre collaboration à toutes les deux, tu as quelque chose à ajouter? Qu'est-ce que t'apporte la dimension psychologique et même philosophique d'Ariane? Elle m'apporte tout en matière de Ah compréhension. bah c'est clair ça. En matière de compréhension, là où est le problème, il est obligatoire, et c'est ce qui est navrant quand on regarde comment ça s'est passé au niveau des débats parlementaires, des rapports, des interventions qui ont eu lieu. À aucun moment, on a de véritables experts indépendants qui sont intervenus pour vérifier si cette mesure n'allait pas porter atteinte à l'équilibre et à l'intégrité de l'enfant. Est-ce que ça allait être conforme au texte de droit pénal, aux textes internationaux enfin voilà, et parce qu'en fait dans nos textes il y a toujours atteinte à la moralité des mineurs, corruption Mhm. de mineurs, enfin je veux dire voilà, et donc en fait il y a une véritable dichotomie. Ce texte ne s'intègre pas bien dans notre corpus juridique en réalité, et on ne peut pas vérifier si cette mesure va porter atteinte aux mineurs sans s'adresser aux experts qui vont vous dire à quel moment voilà, les enfants prépubères n'ont pas à subir, parce que c'est le terme, Ouais. subir des enseignements d'éducation à la sexualité. Ça C'est veut dire clair. qu'aucun parlementaire n'a demandé l'audition de professionnels? Personne? Alors, le seul argument, c'est nous sommes allés aux Pays-Bas, nous avons vu qu'il y avait des cours Bel exemple. d'éducation à la sexualité. Oui, oui, bel exemple déjà. Et je n'ai rien contre les Pays-Bas, mais bon, Non il y a mais quand bon. même deux, trois trucs. Hein. Et donc, en fait, ils nous ont indiqué que l'éducation à la sexualité avait permis de faire baisser le taux d'IVG, le nombre d'IVG aux Pays-Bas. Mais quel rapport? C'est à peu près le seul argument qui est versé au débat, qui ne tient pas la route parce que quand je suis allée voir euh, comment dire les classements, on va dire, des pays en fonction du nombre d'IVG, en fait, d'opérations d'IVG, la France est mieux classée que les Pays-Bas sans éducation à la sexualité. Oui, mais en même temps, enfin, je vais pas dire que ça n'a pas de rapport, mais le but de ces programmes, c'est quand même pas de diminuer le nombre d'avortements. Eh bien si. Ah, alors là, je vais Alors, apprendre quelque chose. alors, dans les débats parlementaires, c'est à peu près ça le résumé. Ah bon? Et cette histoire de voilà, enfin, il faut que l'autorité parentale soit battue en brèche. Il n'est pas question que ce soit les parents voilà, qui soient voilà, instruits pour pouvoir après parce que en fait l'éducation à la sexualité, je dirais, c'est pour les adultes. Je dirais que, comme le dit si bien docteur Bilran, ben, la différence entre les générations, j'ai l'impression qu'il va falloir réexpliquer ça aux adultes Ouais. parce qu'il y a un problème en fait, ce mélange d'adultes qui viennent dans les salles de classe expliquer à des mineurs en très bas âge comment on fait certains actes sexuels, quelles sont telle et telle position à privilégier, mais c'est extrêmement grave en matière de mœurs. Et alors, je rebondis, si vous me le permettez, sur cette accusation de terrorisme des personnes en fait qui sont là en train d'alerter justement sur Mhm. cette manipulation encore, c'est expérimentation, c'est exact, sur les mineurs qui est en train de se produire là dans nos écoles malheureusement. C'est quand même terrorisme, c'est une atteinte à l'ordre public. Ouais. L'ordre public, c'est quand même une notion qui correspond à un état sociétal idéal caractérisé par le bon ordre, la sécurité, la salubrité, la tranquillité publique, la moralité publique, ainsi que la dignité de la personne humaine. Là, c'est tout le contraire. En fait, les gens qui sont en train d'alerter, comme le docteur Bilran, ce sont des personnes qui veulent le retour à Ouais. l'ordre des choses, à une moralité pour que... Parce que là, dans le code pénal, on parle bien de moralité du mineur, atteinte à la moralité du mineur. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, ils sont tout l'inverse de ce qu'on appelle des terroristes. Je voulais quand C'est la même... version accusatoire qu'on a depuis 3 ans, Là, et sans doute avant aussi, mais on s'en rendait moins compte.
Voilà, mais je tenais quand même à indiquer cela parce que on est dans une période effectivement quasiment, enfin, il faudrait prendre le dictionnaire et à chaque fois expliquer tel et tel, enfin la signification de tel ou tel mot parce que les dérives sont incroyables. Et je voulais aussi juste indiquer que dans ce livre, il y a également l'expertise du docteur Laurence Kaiser, qui m'a fait la gentillesse de m'expliquer quelles étaient les conséquences de l'utilisation des traitements hormonaux pour les changements de genre. Et j'ai aussi fait des recherches concernant, concernant les opérations de changement de genre, Ouais, c'était une avec piste les d'une horreur. avec les responsabilités que peuvent encourir les médecins Mhm. qui font ce type d'opération, mais surtout pour que les parents puissent échanger avec leurs enfants, avec les mineurs, pour leur expliquer ce que ça engendre et ce que cela signifie. Parce que je suis désolée, mais quand on parle de donner des cours d'éducation sexuelle, notamment l'orientation sexuelle dès le CP, il faut donc que les parents aient une pleine connaissance de ce que cela signifie. Mhm. Donc, si on n'a pas accès, et merci au docteur Belran, parce que c'est comme ça que j'ai pu aussi échanger avec le docteur Kaiser. Je remercie chaleureusement aussi le docteur Kaiser qui a été vraiment d'une aide très importante. Son alerte est vraiment fondamentale. Je rappelle qu'elle est gynécologue, donc elle sait Ouais. de quoi elle parle. Ce ne sont que des spécialistes. Voilà, contrairement voilà, aux lobbyistes. Aux terroristes de la STBF. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce que nous apportent les spécialistes dans leur matière? Tout, tout, parce que c'est comme ça que nous, les juristes, nous pouvons déterminer si la loi est conforme, si les mesures ont été prises conformément au bien-être à l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour que les gens sachent, il faut que les familles sachent d'où ça vient, d'où viennent ces idéologies, comment elles sont financées, qu'est-ce que ces idéologies viennent attaquer chez le mineur. Voilà. Mhm. Et c'est Ok. essentiel que l'on sache ça. Voilà. Donc, ce que ça apporte, ça nous apporte un éclairage fondamental. Et cet éclairage aurait dû être recherché au moment de l'adoption de cette mesure. C'est sûr. Parce que, comme le disent ces spécialistes, avant la puberté, avant l'âge de la puberté, il n'y a pas de cours d'éducation à la sexualité ou de cours d'éducation sexuelle à délivrer à des mineurs. Et ce qui était dit tout à l'heure sur les salles à part en Allemagne, Ouais. il me semble qu'on a mis aussi, il y a un cas, et le docteur Bilran pourra le confirmer probablement, un cas où on a mis un enfant, un petit garçon, une petite fille, et il y a eu Oui, 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 en une... France aussi, ouais, exact. Voilà. Et d'ailleurs, Donc, le père la n'a pas dérive, énervé. eh bien, avec raison. Ben évidemment, Oui, bien sûr, qui ont avec été dénudés. ouais. Enfin, vous imaginez l'atteinte à la pudeur. Enfin, on est dans des choses extrêmement inquiétantes que ces programmes euh, autorisent, mais également encouragent. C'est là où je voudrais être très claire. Ce ne sont pas des dérives. Ces programmes en eux-mêmes de l'OMS sont une dérive. Et je sais que ça peut paraître énorme aux gens et que nous avons des conditionnements de soumission à l'autorité assez importants, hein, ce qu'on connaît très bien en psychologie sociale. Oh non, quand même, l'OMS ne pourrait pas, etc. Eh bien, si. Donc, moi, j'encourage à sortir de la croyance pour aller regarder et de l'opinion personnelle pour aller étudier en profondeur. Nous avons publié différents travaux. Il y a ce colloque du 13 mai 2023 à Paris. Il y a tout d'abord notre livre avec ma collègue Amandine Lafargue, comme quoi c'est pas nouveau. Nous sommes experts sur ces questions, puisque notre premier livre, Psychopathologie de la pédophilie, est paru en 2013. Hein, donc, c'est-à-dire qu'il a été rédigé avant. Il faut bien comprendre que c'était notre travail de faire des signalements, d'être dans des expertises judiciaires, etc. Et connaître très, très bien les dysfonctionnements de la protection de l'enfance. Il y a le livre du docteur Régis Bruno,
Préserver l'innocence des enfants, qui explique très bien les confusions sémantiques qui sont faites et qui sont des confusions qui sont là pour faire sauter des verrous, en fait. Hein. C'est-à-dire que si on commence à parler de sexualité de l'enfant, etc., eh bien, on ouvre des portes qu'on ne doit pas ouvrir parce que l'enfant n'est pas en maturité du tout et ça sera de toute façon une effraction traumatique pour lui. Donc, il explique très bien toutes ces confusions entre la sensorialité, la sexualité, etc. Donc, du point de vue du développement de la psychologie de l'enfant, donc c'est scientifique. Il y a mon livre, effectivement, L'imposture des droits sexuels, hein, qui se penche clairement sur les textes avec une analyse de ces textes. C'est ce que j'ai fait. Donc, je vais chercher des sites officiels. Hein, c'est tout ce que je vais faire. Et ce que nous regardons et ce que nous observons, c'est que les médias de masse ne transmettent pas les informations correctes à la population. Et enfin, bien sûr, il y a le livre de Virginie, Protéger les mineurs de l'idéologie totalitaire, donc qui donne effectivement tout ce corpus juridique. Et c'est très important. Moi, j'invite les professionnels qui m'écrivent, parce qu'ils sont nombreux à m'écrire et à me soutenir, à aussi peut-être prendre la parole publique maintenant et montrer que nous sommes très nombreux en réalité. Parce qu'évidemment, il suffit d'attaquer des têtes qui n'ont effectivement pas peur de s'exposer en public pour dire qu'elles sont isolées, etc. Non, ce n'est pas vrai. Ok, mais justement, ta réponse en fait rejoint la question que j'allais poser juste après et où je m'apprêtais à vous dire, mais outre la lecture de vos deux livres qui sont vraiment complémentaires sur ce sujet, le fait qu'on essaye enfin toi depuis des années, Ariane et Virginie et moi un peu plus récemment, d'alerter tout le monde, d'expliquer. Moi, j'ai un gros problème avec les parents qui devraient pourtant être les premiers à protéger leurs enfants et qui ne veulent même pas écouter. Donc, entre m'écouter et aller faire l'effort de lire un livre, il y a encore de la marge. Qu'est-ce que je peux faire pour faire déclencher une alarme dans leur tête? En fait, c'est ça. Il y a une telle soumission, ça, on en a parlé un petit peu avant de commencer à enregistrer, et un tel déni de tout cela que, en fait, on est complètement désarmé pour que les gens déjà se disent, tiens, peut-être qu'il faudrait que j'écoute ce qu'elle me dit. Rien que ça, déjà. Je sais, c'est très compliqué. Il est vrai qu'en 2017, nous étions très isolés, effectivement. Euh, et Marie-Catherine Thévenet, une collègue psychologue, avait fait des interventions à mes côtés. Je la remercie pour son courage de l'époque. Mais nous étions très isolés, non pas que les professionnels ne voyaient pas qu'il y avait un problème, mais il y avait une très grande peur, et pour cause, parce qu'il faut quand même dire qu'à part ces campagnes de diffamation, nous recevons des représailles, etc., mais que plus nous serons nombreux à parler, plus tout ceci n'aura plus lieu d'être. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, je constate malgré tout 6 ans après l'apparition de mon livre, qu'il y a une prise de conscience beaucoup plus accrue, parce que tout simplement, il y a des gens qui commencent à faire des recherches, etc. Donc, ça prend du temps. Et il y a aussi ce grand déploiement dans l'urgence, donc qui crée hein, la Ouais, qui devient plus visible, en visibilité. fait. Exactement, des problèmes, parce que tant que ça reste des textes dont on nous indique que peut-être c'est des recommandations, mais qu'on n'est pas obligé de les suivre et que quand même tout est sous contrôle, ça va, mais que voilà, quand on est dans ce grand déploiement et qu'on constate les dégâts, nous les Ouais. constatons, les associations font remonter des témoignages. Pourquoi? Ne serait-ce qu'un seul témoignage d'un enfant qui aurait mal vécu tout ça et qui aurait été traumatisé par ces, entre guillemets, enseignements, Ouais. devrait suffire pour arrêter et commencer à réfléchir à ce que nous sommes en train de faire. Enfin, nous, pas Ouais. moi, Eux. mais Ouais. voilà, ce que le pouvoir est en train d'insuffler. Et ça veut dire que sinon, on est dans cette logique, encore une fois, qu'il peut y avoir des pertes, mais bon, pour le bien commun, c'est pas très grave que les enfants soient traumatisés. Ben, effectivement, Justement, est-ce c'est une que logique à laquelle je ne souscris pas. quand tu parles de ces associations avec lesquelles j'imagine tu peux être en contact, est-ce que euh, il y a quelque chose qui est prévu déjà pour relayer ces témoignages, évidemment sans voir les enfants, mais pour qu'on ait des vraies situations concrètes? Parce que l'histoire dont parlait Virginie, c'est-à-dire le papa il n'y a pas longtemps là, qui s'est énervé suite à la scène qui s'est passée entre son gamin et une autre petite fille, on les a obligés à faire, bien entendu. Est-ce que des témoignages comme ça seraient pas beaucoup plus directs pour les gens qui ne veulent plus ouvrir un livre, mais qui entendraient une vidéo où en 2 minutes on explique, voilà, mon enfant a été forcé à faire ça, pour peut-être les forcer à réagir de manière un peu plus
rapide. Oui, Et, tout à fait, tout à fait. Mais ça, c'est le travail que doivent faire les associations. Au est-ce que tu colloque sais du s'il y a 13 quelque mai chose s'il y a quelque chose qui est euh, en œuvre à ce niveau-là ou qui est... personnellement, je suis très indépendante, donc je ne travaille pas précisément avec ces associations avec lesquelles on me dit être en réseau, hein. Moi, j'ai un réseau de professionnels, euh, et nous avons déjà suffisamment de travail, encore une fois, bénévole, donc c'est des heures et des heures en dehors de notre vie, de notre Je travail, connais avec un ça. certain... Voilà. Je reste en fait sur ce travail avec d'autres professionnels de la psychologie de l'enfance et pédopsychiatres indépendants. Et déjà, ça me prend beaucoup de temps, mais j'encourage absolument les associations à aller recueillir ces témoignages et à les faire connaître. Ouais. Eh bien, voilà, moi j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que vous avez chacune un petit mot de la fin à rajouter? Moi, je veux bien rappeler en fait les travaux qui m'ont été également confiés par le docteur Bilran. Ce sont les travaux de Judith Reisman, qui est professeure de droit et qui avait déjà énormément travaillé la question. Et qui était alerté par les changements des textes de droit pénal aux États-Unis au sujet voilà, de tout ce qui était agression sexuelle sur les mineurs. Je me suis aussi appuyée sur l'ouvrage de l'ancien magistrat Martine Bouillon, Oui. qui rejoignait déjà, je crois que c'est 1997, hein, son ouvrage rejoignait déjà ce que disent encore aujourd'hui les experts. Donc, il y a une convergence en plus des constatations et des analyses de magistrats, donc il y a déjà quelques années, avec ce qui est encore dit aujourd'hui par les spécialistes du psychisme de Et l'enfance. pour les auditeurs, je rappelle que Martine Bouillon, c'était une magistrate à Paris ou en région parisienne qui s'était exprimée un jour à la télévision en expliquant qu'elle pouvait assurer qu'il y avait des charniers d'enfants pas loin de Paris. Et suite à cela, elle a été mutée et puis mise au placard, tout simplement. Bah, aujourd'hui, nous avons des témoignages de victimes rescapées, voilà, de Oui, 50 Voices qui ouais, sont notamment, oui. voilà, publiés aujourd'hui. Et je crois que même si c'est très très difficile euh, à écouter et Ah, il faut les j'ose écouter, même pas oui. imaginer, voilà, je crois que c'est essentiel de les écouter parce que déjà ils font un énorme effort et ils ont un énorme courage de se présenter comme ça à nous pour expliquer ce qu'ils ont pu vivre. Mm. Et je pense que ça explique beaucoup des mécanismes du système à l'œuvre et ça permet de donner plus de profondeur encore à cette analyse Oui. qui est faite des schémas, des programmations mentales de ce qui est à l'œuvre. Et il faut que l'on affronte aujourd'hui parce que ben, la vérité et la clarté il faut que ça soit transmis aujourd'hui. Et ces victimes le demandent. Elles demandent, elles ont ce courage de transmettre leurs témoignages. Elles demandent à ce que l'on partage pour que les enfants ne soient plus euh, agressés, violentés ou même pire. Voilà. Et je crois Ah, qu'on ouais, leur doit ça. pour tous ceux qui vont nous dire que les situations extrêmes dans lesquelles ces témoins qui s'expriment n'ont rien à voir, soi-disant, avec les agressions qui sont faites psychologiquement sur les enfants à l'école, Ariane pourra me confirmer que c'est juste un degré différent. Dans tous les cas, il y a des agressions, dans tous les cas, il y a de la manipulation. Ariane, est-ce que tu as un petit mot à dire à ce... Euh, Oui, j'ai quand même, bien sûr, il y a des degrés dans le trauma, mais le trauma, c'est le trauma. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a créé de la dissociation traumatique chez un enfant, eh bien, nous le savons, nous ne sommes pas magiciens. C'est-à-dire que ça va gréver l'ensemble de sa vie psychique, et ce sont des années pour rattraper derrière, si tant est qu'on arrive effectivement à soigner en fait ce qui s'est passé. Moi, je voudrais terminer sur quand même l'ironie et le paradoxe de ce pouvoir pour revenir sur la RTBF
qui nous explique que nous dénoncerions des théories pédocriminelles. Donc, on a un programme d'éducation sexuelle ou à la sexualité dont on nous dit que c'est pour protéger les mineurs, d'accord, des abus sexuels. Mais dans le même temps, ce pouvoir nous explique que les réseaux pédophiles, ça n'existe pas. Oui, et que ce sont que des Donc, ça veut prédateurs dire que isolés. ce sont toujours des prédateurs isolés, mais un pédophile n'est jamais un prédateur isolé, puisque de toute façon, et en général, il va regarder des vidéos pédopornographiques qui sont réalisées comment? C'est pas un autre prédateur isolé qui va réaliser ces vidéos pédopornographiques, nous sommes Alors, bien d'accord, hein, donc qui mettent en scène des viols sur des enfants. Donc il y a bien toute cette machine. Donc c'est quand même curieux que pour protéger les enfants, on nous explique dans le même temps qu'il n'y a que des prédateurs isolés, en tout cas que les réseaux pédophiles n'existeraient pas. mm. Donc comment est produite en fait comment sont produits ces films de viol d'enfants? Comment sont produits les snuff movies en fait? Ce sont que des prédateurs isolés. Et voilà, très Donc organisé. voilà, c'est tout, c'est tout. Ouais. Ce Non, que nous pouvons voir, c'est donc que nous avons un pouvoir qui ne se préoccupe pas de réformer les institutions, pour qu'il y ait une réelle protection de l'enfance que nous réclamons avec des professionnels bien avant 2017. Nous avons Ouais. réclamé ça. Des réformes, hein, Oui. de vraiment regarder l'ensemble des dysfonctionnements, qui nous explique qu'il n'y a pas de réseau pédophile, mais qui entend protéger les mineurs des abus sexuels en leur parlant de sexualité. Ouais. Je voudrais rajouter un dernier point. À partir du moment où on a créé de l'effraction traumatique chez un enfant en lui parlant de sexualité, cela va sexualiser l'enfant. C'est un des points que nous avons de référence dans notre symptomatologie pour les expertises. C'est précisément un enfant qui a été exposé à une sexualité adulte d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des images, par des mots, par des vidéos, etc., euh, euh, va imiter cette sexualité adulte. C'est tout aussi simple que ça. Et il va l'imiter sur qui? Sur son petit frère, sur sa petite sœur, sur ses camarades. Mhm. Et c'est à partir du moment où nous observons une sexualisation de l'enfant que nous pouvons conclure effectivement à l'investigation nécessaire sur des abus. Ouais. Voilà. Et donc, dans ces textes, il y a une sorte de normalisation de l'enfant qui aurait une conduite sexuelle. Et en réalité, ça ne serait plus un critère qui nous permettrait d'identifier comment cet enfant a-t-il été exposé à une sexualité d'adulte, ou par qui, et par quels moyens. Ah oui, d'accord. Oui, donc, ça t'empêche, toi, d'investiguer les vraies raisons d'un traumatisme d'un enfant qui est devant toi. Mais c'est-à-dire que ça banalise, Ouais. en fait, des critères qui sont des critères d'experts pour dire, attention, là, cet enfant, si effectivement il est en train de se déshabiller en public, ou il est en train de se masturber, ou il est en train de vouloir imiter une fellation avec d'autres petits camarades, il y a un problème. Ouais. Où cet enfant a-t-il vu, qu'a-t-il subi? Voilà. Ok. Parce qu'un enfant qui n'est pas exposé à la sexualité des adultes n'a pas ce genre de comportement. Ce n'est pas normal. Il n'a pas ce genre de comportement. Alors, si le pouvoir m'écoute et qu'ils veulent absolument continuer leur expérimentation de masse, eh bien, l'expérimentation, ça se fait avec un groupe test. Eh bien, mettons en place un groupe test où des enfants ne sont pas exposés à cette éducation sexuelle du tout, ne sont pas en contact avec les enfants exposés à cette éducation sexuelle, et voyons le résultat, puisqu'ils veulent Ouais. absolument faire de l'expérimentation de masse. Eh bien, c'est parfait pour, pour conclure. C'est vrai que tout ça amène à réfléchir. En tout cas, je vous remercie toutes les deux très vivement d'avoir participé ce petit échange. Je remettrai les liens vers vos livres, vers Bookelist, vers vos sites respectifs sous ma Et capsule. le colloque et peut-être effectivement les 50 voix dont parlait Virginie, je pense que Oui, c'est ok, très mais ça, je peux important. mettre aussi, pas de problème. Le colloque, c'est celui que j'ai vu aussi sur ton site à toi, Du hein, tre- Ariane. Oui, du 13 mai D'accord, 2023 que nous avons fait à d'accord. Paris, Ok, effectivement, avec bah, si différents je trouve pas, je experts. demanderai à Virginie, il n'y a pas de Oui, problème. oui, Merci mille fois. Et puis, Mer- auditeurs, si vous merci. êtes toujours là, découvrez les deux livres en même temps. Je crois qu'ils sont vraiment complémentaires, là, celui d'Ariane et celui de Virginie. Vous aurez l'éclairage juridique de Virginie et l'éclairage psychologique d'Ariane.
En plus, vous les Et trouverez celui du docteur Régis Bruno, celui de aussi psychopathologie de la pédophilie que nous avions écrit aux éditions universitaires d'Uno Ah, avec mais si tu as un Amandine lien, tu peux Lafare. me l'envoyer, peut-être au Oui, lien. oui, je vais Ça, je tout mettrai en envoyer. dessous. Et D'accord. vraiment, parents, si vous écoutez pour la première fois ce type de contenu, ce type de propos, passez au-dessus de vos habitudes, achetez un livre, lisez, renseignez-vous, parce que nous, on ne peut pas alerter et faire sonner des sonnettes d'alarme chez les parents si les parents ne sont pas un minimum réceptifs. Donc, si vous voulez protéger vos enfants, ben, ma foi, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Merci merci. beaucoup. Voilà, donc j'ai été ravie d'accueillir mes deux invités. Je vous rappelle, allez, je mets les liens sous cette capsule, le titre du livre de Virginie, Protéger les mineurs de l'idéologie totalitaire, éducation sexuelle et changement de mœurs. Le titre du livre d'Ariane qui est le plus ciblé sur cette matière-là, c'est L'imposture des droits sexuels. Les deux se trouvent sur la plateforme Bookelis. Et je peux vous dire aussi qu'en commandant directement sur Bookelis, vous aidez beaucoup les auteurs par rapport à d'autres modes de diffusion. Et pour Ariane Bileran sur cette même plateforme, vous en trouverez d'autres. Par exemple, Chronique du totalitarisme 2021, je l'ai lu, il est passionnant. C'est super intéressant à lire, vraiment. L'International nazi, même chose. C'est un petit livre pas très épais, mais vraiment très très intéressant. Et deux autres que j'ai pas encore lus, par contre, sur le totalitarisme, qui rassemble quant à lui les conférences données en 2021 et 2022, et tout sur le harcèlement, tome 1 et 2, mais il y en a d'autres encore. Et puis il en a publié d'autres, notamment un avec Vincent Pavant qui s'appelle Le débat interdit. Pareil, je l'ai en stock, mais je ne l'ai pas encore lu. Voilà donc ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Et pour terminer, comme quelqu'un m'a très justement fait remarquer sous ma dernière capsule que je n'avais pas proposé de citation depuis un petit moment à la fin de mes capsules, eh bien je vous en propose une qui me paraît parfaite pour terminer aujourd'hui. Je cite: un individu conscient et debout est plus dangereux pour le pouvoir que 10 000 individus endormis et soumis. Fin de citation. Et nous la devons au Mahatma Gandhi. Voilà, à très bientôt, résistez, tenez bon, au revoir.